Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La scène est déchirante et tristement familière. Près de 3 ans après un précédent sinistre, les flammes ont de nouveau ravagé l'espace des artisans menuisiers de Météo Binza Delvaux dans la commune de Ngaliema. L'incendie s'est déclaré samedi 11 octobre dernier sans faire de victimes, mais avec d'importants dégâts matériels. L'origine de feu reste pour l'instant inconnue. Le premier citoyen congolais s'y est rendu. Rachel Foutou. Dans cet espace, compris entre la route de Matadi et le quartier UP de Binza Météo, s'est trouvé une soixantaine d'ateliers d'ébénisterie qui exposaient le génie de leur travail. Aujourd'hui, c'est un vaste champ de ruines. Tout a été réduit en cendres. Le tas des maisons d'habitation démontre le degré de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Informé de ces sinistres, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu ce mercredi dans le quartier d'Elvaux, dans la commune de Ngalema, pour échanger avec les sinistrés et évaluer les dégâts. Accueilli par de nombreux jeunes en désarroi, le chef de l'État a fait les constats macabres. Plus de 50 ateliers de menuiserie et 6 maisons d'habitation sont totalement détruits. L'incendie n'a pas fait de victimes humaines, mais les dégâts collatéraux sont importants. Le feu a emporté le matériel de travail, les intrants et les meubles prêts à la livraison. Toutes les maisons ici touchées ont été complètement bousillées. Donc il n'y a plus rien. Ils ont tout perdu. Il y a les menuisiers également qui ont perdu beaucoup de choses. L'inventaire, c'est sur une liste qui est détaillée que tu vas voir bientôt. Les avis divergent quant à l'origine de ce feu dévastateur. Pour le propriétaire d'atelier, le feu serait parti d'une résidence voisine raccordée au courant électrique avant de se propager sur une partie d'atelier construit en matériaux de fortune. De leur côté, le résident du quartier rejette la faute aux tenancieux des menuiseries. Alors tu as quitté na belé là qui au moins pendant 15 minutes ba menuisier bobima biloko la binezo zika bobima ba menuisier bima quitté na tika ki na matin ba na bescali pour na alerter ba famille ba zaiko na likolo pour na dangereux ndeto kitana ba famille nyonso moins 6 familles. J'ai entendu la sentinelle crier Bobima moto, menuisier, bobandeli lisusu et tout. Je suis montée au balcon pour voir ce qui s'est passé. J'ai vu la sentinelle courir dans la parcelle et il y avait un monsieur qui a sauté les murs et tout. Il prenait les sables pour jeter vers chez eux là-bas. Et la sentinelle s'est précipitée pour me prendre, moi et ma petite sœur, et puis nous faire descendre. Quand seulement on est descendu directement, tout a pris feu, bouf. Il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus rien. Et du coup, on a tout perdu, nos travaux, nos bulletins, nos passeports, on a tout perdu. Sur ces champs de ruines, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le temps d'échanger avec le représentant des sinistrés avant de soumettre la question à une étude approfondie dans le but d'éviter que pareils sinistres ne se reproduisent. C'est la deuxième fois consécutive, en l'espace de 3 ans, qu'un feu d'origine inconnue consume les ateliers de Delvaux, réputés pour être une véritable fabrique de meubles en bois local. Au dernier des comptes, plus de 100 ateliers de fortune jouxtent le quartier résidentiel Météo sur la route Matadi, dont la moitié réduit en cendres. Près d'1 millier de jeunes travaillent dans la filière du bois dans ces ateliers célèbres. Il s'est de noter que les relations ont toujours été très tendues entre les menuisiers et les propriétaires des maisons résidentielles. Chaque partie fait valoir le droit terrien. Présent au moment de cette visite présidentielle, le gouverneur de la ville de Kinshasa entend régler définitivement ces litiges entre menuisiers et propriétaires des maisons d'habitation.
Accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie de présentation a eu lieu à Mongaliema. Jules Titumbay et les Kazu Kazadi nous proposeront les images dans nos prochaines éditions. Dans une fiction, mais c'est tout réel, Kinshasa a vécu ce jeudi une attaque spectaculaire. Une agence Robank a été prise d'assaut par les assaillants sur la place Victoire dans la commune de Kalamou. Ces bandits armés lourdement s'y sont retranchés à l'intérieur de la banque, prenant en otage employés et clients jusqu'à ce que l'intervention rapide des forces de l'ordre permette le dénouement de la situation. Une tentative de braquage qui a connu un échec. Gaëtan Magalano. C'est une scène jamais imaginée vu l'emplacement de la banque. À la Robank, sur la place Victoire, clients et agents pris en otage, comme le témoignent ces images. Deux braqueurs sèment la terreur digne d'un film d'horreur. La police encercle le lieu mettant fin à cette aventure, jugée de mauvais goût. Deux images amateurs prises parfois au balcon parmi le lanceur d'alerte, un agent de la RTNC qui s'est trouvé aussi piégé. Donc ici c'est la mobilisation totale. La mobilisation totale. En tout cas les Chinois, les victorieux, ont prouvé qu'ils sont vraiment victorieux. La population acclame sa police et l'aventure de ces braqueurs ne sera que de courte durée. Les Quinoises et Quinois exigent même de rendre justice, une justice populaire. De braquage devenu récurrent. Dans la ville-province de Kinshasa, l'autorité de l'État est appelée à faire taire par deux moyens le plus radicaux. Ces fléaux qui gangrènent la société. Des coups de balles nourris ont été entendus ce matin dans une agence de la Robank, nous l'avions dit tantôt, au rond-point Victoire, créant ainsi la terreur tout l'avant-midi. Aussitôt informé, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, est descendue sur le lieu du drame, accompagnée des forces de sécurité. La situation a été maîtrisée. L'autorité de la territoriale a réagi au micro de Jacques Kabouaba. Nos services nous ont alertés sur la tentative de braquage à la Robank Victoire. Aussitôt informé, je suis descendu sur les lieux. Je peux vous dire avec certitude, à l'heure actuelle, la situation est sous contrôle. J'en profite pour féliciter nos services de sécurité, l'armée et la police nationale, pour avoir opéré avec professionnalisme. Il n'y a eu ni mort, ni blessés, et les assaillants sont maîtrisés. Je viens de présider à cette occasion une réunion de sécurité pour évaluer. Je demande à la population de rester calme et de collaborer avec nos services de sécurité. Améliorer les conditions de vie de travail et des travail des militaires, c'est la priorité du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale en mission d'itinérance au Maniema. Maître Guy Kabombo Modianvita, dès son arrivée à Kindu, a remis 2 ambulances avant de procéder au lancement de la construction d'un hôpital moderne. Une visite qu'il faut verser dans la logique du trinôme FEC, formation, équipement, casernement, que voulu par le chef de l'État, commandant suprême. Je reste au Fundji. Sur place à Kindu, Maître Guy Kabombo Modianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a remis une ambulance à l'hôpital militaire de garnison et posé la première pierre d'un nouvel hôpital moderne en présence du gouverneur Moussa Kabouankoumbi et du président de l'Assemblée provinciale. Le général Mabosso Assamba, commandant adjoint de la 33e région militaire, a salué ce geste, symbole d'un meilleur accès aux soins pour les militaires et les civils. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a également régularisé la situation salariale du personnel soignant civil et a annoncé la réhabilitation prochaine de la route Lukondo-Kindu. Lors de sa visite au centre de santé militaire de référence de Luama, il a offert une ambulance supplémentaire, contrôlé les équipements et sanctionné les responsables fautifs pour mauvaise gestion. Face à la recrudescence du choléra, Maître Guy Kabombo Modianvita a promis une riposte sanitaire rapide. J'avais effectué une mission d'itinérance. Tout de suite, quand je suis rentré à Kinshasa, le lendemain, je fais rapport au commandant suprême des forces armées, président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a immédiatement donné des instructions
que je devais mettre tout en œuvre pour pallier dans un délai raisonnable les problèmes les plus aigus de votre garnison. Enfin, au centre d'instruction de l'Ouama, il a rassuré les épouses de militaires de l'attention du chef de l'État, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quant à l'amélioration de leurs conditions sociales, leur émettant une aide financière importante. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du trinôme FEC, formation, équipement, casernement, pilier de la réforme engagée pour moderniser les FRDC. En dehors de nos frontières, le grand projet INGA, son contour, ses potentialités et ses avantages ont fait l'objet d'une réunion de haut niveau entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les délégués de la Banque mondiale ainsi que les investisseurs américains en marge du Forum économique et d'investissement DRC-USC. Nos envoyés spéciaux Oscar Mbalkaï et Jerez Kelani. Il était question au cours de cette réunion de haut niveau de persuader les investisseurs américains à injecter des capitaux frais dans la mise en œuvre du projet Grand INGA, avec une capacité installée de 44 000 MW, une fois les travaux terminés, capacité qui pourrait aller jusqu'à 55 000 MW. Le projet Grand INGA constitue une solution au déficit énergétique pour l'Afrique subsaharienne et la République démocratique du Congo. Au cours de cet échange entre les délégués de la Banque mondiale, les investisseurs américains et quelques membres du gouvernement congolais concernés par le projet, le ministre Molundo Sakombi des ressources hydrauliques et électricité et sa collègue de l'enseignement supérieur et universitaire Thérèse Sombo, le directeur général de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand INGA ADEPI, Bob Mabiala, a expliqué tous les contours et l'intérêt pour les secteurs publics et privés américains de financer ces projets. Il y a de la place pour tout le monde pour les grands INGA. Il est difficile aujourd'hui en RDC de faire un projet d'infrastructure qui soit énergétique ou routière sans faire l'infrastructure de télécommunications. Ce projet est méga, que ce soit dans la construction, dans la conception, dans l'exécution, dans le transport, dans l'éducation, dans tout ce qui se passe. Le secteur privé congolais doit se retrouver en place. On ne va pas commencer cela sans commencer l'Académie INGA. Donc l'Académie INGA va demander à ce que nous puissions mettre sur pied 5000 personnes pour la matérialisation de INGA 3. Cette rencontre de haut niveau s'est déroulée sous la modération du conseil spécial du chef de l'État en charge des ressources extérieures et suivi des projets, Joe Dumbi Kabangu. Les enjeux économiques mondiaux et les priorités de développement en Afrique, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a pris part à la réunion des ministres et des gouverneurs des banques centrales du G24. Oscar Mbalkaï. La voix de la République démocratique du Congo a été entendue aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale porté par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Dibotaï. La situation macroéconomique du pays reste stable avec la baisse du taux du dollar. Devant l'équipe du Fonds monétaire international en charge de la RDC, du gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, le ministre des Finances a mis en avant la résilience de l'économie congolaise caractérisée par une croissance robuste et une baisse continue de l'inflation passée de 23,8% en décembre 2013 à 11,7% en décembre 2024, puis à 7,7% en décemment annuel à fin septembre 2025. Doudou Fwamba a aussi présenté les résultats positifs de l'exécution du plan de trésorerie de l'État avec un total de 21 884 milliards mobilisés à fin septembre 2025, contre des projections de 20 811 milliards, soit un taux de réalisation de 105%. Ces performances, a-t-il souligné, ont été enregistrées malgré les chocs sécuritaires dans l'est du pays, témoignant de l'engagement des régies financières et de la solidité des fondamentaux économiques. Au terme de la séance, le chef des missions du Fonds monétaire international a salué le progrès enregistré et a annoncé une prochaine visite en RDC dans le cadre de la deuxième revue du programme soutenu par la facilité élargie des crédits. La délégation congolaise a enfin transmis les gratitudes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux responsables du FMI pour leur accompagnement constant dans la mise en œuvre de réformes économiques en RDC.
Nous sommes allés vite. Vous venez de suivre les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale et le ministre des Finances, Doudou Oufouamba, a tenu à rassurer les partenaires techniques et financiers. Revenons sur les enjeux économiques mondiaux et les priorités de développement en Afrique. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a pris part à la réunion des ministres et des gouverneurs des banques centrales du G24. Regardez. Parmi les officiels congolais en séjour à Washington, D.C., le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le gouverneur de la Banque centrale a déployé une série d'activités de haut niveau. De ces nombres, des rencontres bilatérales avec les partenaires internationaux de la BCC, notamment les directeurs généraux des Crown Currency, des EcoBank et de la China Banknote Printing, ainsi que de Minting Corporation, afin de renforcer la coopération technique et opérationnelle entre institutions. D'autre part, André Ouamesso a pris part à la réunion de ministres et gouverneurs de banque centrale du G24, ainsi qu'à celle du caucus africain tenue à huis clos avec la directrice générale du Fonds monétaire international et le président de la Banque mondiale. Ces échanges ont porté sur les enjeux économiques mondiaux et les priorités de développement du continent africain. En parallèle, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a marqué la présence de la République démocratique du Congo au forum RDC États-Unis d'Amérique organisé du 14 au 15 octobre 2025. Il y a animé les panels restreints, finances et assurances, où il a fait une présentation sur le thème cadre réglementaire et les opportunités d'affaires dans les secteurs financiers congolais. Ce devant un parterre d'investisseurs américains et des partenaires internationaux. D'autres réunions de haut niveau et visites de travail sont prévues à marge des assemblées annuelles du printemps. Restons aux États-Unis où le ministre de la Santé a échangé sur le progrès des défis et les opportunités du système de santé en République démocratique du Congo. Une belle occasion pour la partie congolaise par le truchement du docteur Samuel Roger Kamba de présenter les avancées tout en appelant à un partenariat renforcé pour relever les nombreux défis du secteur. Robert Ndaï-Tchisisi. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, est au four et au moulin au Forum économique de Washington. Ce jeudi, Samuel Roger Kamba a présenté les réformes et priorités du système de santé congolais. Ce forum, organisé par l'Université George Washington et l'UECA Africa Business, a réuni des membres de la diaspora africaine, des dirigeants du secteur privé. Tous veulent renforcer le partenariat économique et promouvoir un développement durable en Afrique. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a évoqué la formalisation de l'économie informelle qui représente 80% de l'économie nationale. On a mis maintenant une assurance maladie obligatoire. On prélève 2,5% sur les salaires de tout le monde. Et ces 2,5% sont payés 2% par les entreprises, 0,5% par la personne. Ce qui fait que nous espérons ramener à peu près entre 600 et 800 millions de dollars chaque année dans le système de santé pour deux raisons. Premièrement, pour améliorer les services de base. Le 16 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la malnutrition. Une belle occasion pour l'honorable Pauline Igwabi de nourrir les enfants défavorisés qui vivent dans le quartier reculé de Lubumbashi. Nous sommes là dans la province au Katanga. Regardez. Le monde célèbre le 16 octobre de chaque année la journée mondiale d'alimentation. De ce fait, pour garantir un avenir durable, sûr et équitable
Sur le plan alimentaire, l'honorable députée nationale Pauline Igwabi Mushingezi, élue de la circonscription électorale de la ville de Lubumbashi, a combiné ses jours avec les enfants malnutris vivant dans la banlieue de la ville de Lubumbashi, qu'elle encadre depuis plus d'une année. Reconnue pour ses bienfaisances et son sens élevé d'humanisme envers sa population, l'honorable Pauline Igwabi donne ici le mobile de ses actions. Et comme nous avions initié un programme ici au Centre La Patience pour lutter contre la malnutrition des enfants que nous avons trouvé. Ça fait une année que le programme est lancé et il était temps que nous puissions rentrer, faire une évaluation par rapport aux enfants, au nombre d'enfants que nous avions commencé avec. Du résultat de travail après l'évaluation, l'élu du peuple, Pauline Igwabi, renchérit ses propos en ces mots. Pour un total cumulé de 200 enfants, à partir dans une année, il y a eu sévrage de 102 enfants, c'est-à-dire 102 enfants quittaient le programme, ils ont retrouvé leur santé. Donc ils n'ont plus besoin d'être suivis sur le plan nutritionnel et ils ont regagné leur famille. De son côté, le médecin superviseur de l'hôpital La Patience de la zone de santé de la Roachi lance un appel aux parents des enfants restaurés de continuer avec l'œuvre. Il faut noter que l'honorable Pauline Igwabi est aussi coordonnatrice nationale de l'ONG Tous contre la pauvreté qu'elle dirige depuis 2025. Cette structure multisectorielle s'est distinguée dans la prise en charge des enfants malnutris, mais également dans la résilience économique dans le chef de la population. C'est à Washington, au cœur des échanges entre investisseurs américains et partenaires congolais, que la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka, a plaidé en faveur de sa province, mettant en lumière les opportunités d'investissement dans le secteur minier lors du forum économique USA-DRC, un plaidoyer pour attirer davantage de capitaux étrangers vers cette province minière. Oscar Mbalkaïji, Yvette Makuntima. Avec ses ressources minières exceptionnelles, la province du Lualaba représente 60% de la production mondiale du cuivre et 70% de celle du cobalt. Et l'avenir de la planète tient à ces minerais critiques utilisés dans la fabrication des batteries et voitures électriques. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a présenté au milieu d'affaires américain les différentes opportunités d'investissement qu'offre sa province, tant dans les secteurs des mines que des infrastructures. Nous avons les offres qui sont là, elles sont importantes pour tous les deux pays. Les discussions ont été très positives pour la population de la RDC. Les investisseurs que nous venons de rencontrer, ils sont intéressés par les infrastructures, l'agriculture, encore l'énergie et même dans le domaine de la santé. Donc le Lualaba est en train de partir avec un paquet d'actions positives parce que les deux présidents ne veulent plus qu'on ait beaucoup parlé mais qu'on passe aux actions. Au-delà du cliché de la guerre d'agression dans l'est du pays, c'est une autre image de la RDC qui a été présentée. Une terre d'espoir et des affaires. Des échanges sur le climat des affaires et les facilités accordées aux investisseurs pour mener à bien leurs affaires ont ponctué cette rencontre. Ainsi, l'invitation a été lancée aux opérateurs du secteur public et privé américain de venir investir au Lualaba. Moderniser et adapter l'aéroport de la Douane à Lubumbashi aux standards internationaux, c'est l'objectif des travaux lancés par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Cela inclut la réhabilitation de la piste, création d'une voie de circulation parallèle, construction d'un nouveau terminal et un bâtiment fret. Ce vaste chantier sera exécuté par la firme turque Souma. Les détails avec Pierrot Mbouissaïdi. 6 mois après la pose de la première pierre par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de modernisation de l'aéroport international de la Loano dans la ville cuprifère de Lubumbashi, en pleine province du Haut-Katanga, entre dans sa phase opérationnelle. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui séjourne dans cette partie du territoire national, s'est rendu sur les chantiers pour lancer officiellement les travaux de bétonnage du nouveau terminal. Réalisé par le groupe turc Souma, ces travaux visent à transformer l'aéroport de la Loano en un hub régional moderne pouvant accueillir 1 million de passagers par an. Il inclut la réhabilitation de la piste existante, la création d'une voie de circulation parallèle,
la construction d'un nouveau terminal, d'un bâtiment de fret et d'autres travaux encore. La livraison est prévue pour le mois de décembre 2026. On a planifié de terminer le projet dans un délai de 20 mois. Et le nouveau terminal consiste d'une capacité de 1 million de passagers par année, avec une réhabilitation de la piste de décollage et atterrissage actuelle, avec un passage parallèle à la piste d'atterrissage, avec un nouvel apron et des ponts devant le nouvel terminal. Cela va nous permettre à Como de recevoir des avions type C. Symboliquement, une capsule temporaire contenant un message destiné aux générations futures a été insérée dans l'une des colonnes principales du bâtiment. La modernisation et la réhabilitation des infrastructures de transport constituent une des priorités dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et il est inscrit dans les programmes d'action du gouvernement congolais pour stimuler d'une part le développement économique local et d'autre part le développement économique de toute la République démocratique du Congo. Cap sur la Mongala, où le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a séjourné le 14 et le 15 octobre dernier dans la localité de Yaligimba, dans le territoire de Bumba. Daniel Mukoko Samba a axé cette mission économique sur la relance de l'agro-industrie, pilier de la stratégie de diversification de l'économie congolaise. Rodépanda. Accompagné de députés nationaux et sénateurs de la Mongala, le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a entamé sa visite à la plantation et huilerie du Congo PHC, le plus grand producteur d'huile de palme en RDC, qui ambitionne de diversifier ses activités dans la raffinerie et la production de biogaz. Sur une concession de 40 km², il a visité le mardi 14 octobre plusieurs installations du site, notamment l'usine de conditionnement de noix de palme, la pépinière des palmiers et celle des cacoyers. Le mercredi 15 octobre, dès 5h30, sous une pluie fine, le vice-premier ministre a participé à la récolte de noix de palme sur le site PHC de Ligimba, aux côtés des travailleurs des plantations de Mindonga et Mobile. Il a visité ensuite plusieurs chantiers et infrastructures locales tels que l'hôpital de Pembe, destiné aux soins des travailleurs et les membres de communautés environnantes, la zone de santé de Lolo à Isamba, un centre public soutenu par la société PHC, l'école primaire Yamaya, où il a échangé avec le directeur Jacques Aounga. La directrice générale des PHC, Monique Jesquez, s'est dit honorée par la présence du vice-premier ministre. Ce geste témoigne non seulement du sérieux que le gouvernement porte au secteur agro-industriel, et nous sommes tellement touchés de cette visite. Nous croyons que c'est un nouveau départ pour PHC. Le gouverneur de la province de la Mongala a lui aussi salué cette visite. Une impression de satisfaction par de découvrir les produits que nous ne consommons rien qu'à Kinshasa. On commence à les produire ici avec l'initiative de Madame Monique. Le vice-premier ministre a clôturé sa visite à Yaligimba par une rencontre d'échange avec les chefs communautaires, chefs coutumiers ainsi qu'une délégation de députés et sénateurs de la Mongala et la À Dar es Salaam, l'atelier sur la transformation du corridor central vient d'ouvrir ses portes. Les experts réfléchissent sur comment passer du simple corridor de transport à un véritable corridor de développement économique vert. Flori Okanju, secrétaire exécutif de l'organisation du corridor central, appelle les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le succès de ces assises. Robert Ndaï. Le corridor central, une organisation de 7 pays membres en charge de la facilitation des transports et des transits à partir du port de Dar es Salaam vers les pays enclavés, a ouvert ce jeudi 16 octobre 2025 le deuxième atelier sur la transformation du corridor central, un atelier de 2 jours qui réunit les experts venus de 7 pays membres et qui vise à transformer ces corridors de transport en un moteur de développement économique vert. Le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Flori Okanjo Okenge, se félicite de la tenue du deuxième atelier et remercie les participants qui viennent valider avec les principales parties prenantes des États membres les conclusions, y compris la feuille de route pour le développement à court, moyen et long terme. Le secrétariat a engagé le service d'un consultant de la firme européenne Tripoline et le consultant a déployé ses équipes dans les 7 pays membres du corridor central. Et donc maintenant, durant cette évaluation, le consultant a
procéder à l'identification des projets par chaîne de valeur régionale. Qu'est-ce qui peut être fait dans le secteur pharmaceutique au niveau de la région? Où on peut installer ces pharmacies-là? Qu'est-ce qui peut être fait dans le secteur de l'agriculture? Qu'est-ce qui peut être fait dans le secteur du véhicule électrique? Qu'est-ce qui peut être fait dans le secteur des fers? Coupure générale, nous l'avions dit à l'entame de ce journal, dans plusieurs communes de Kinshasa et à Bandundu après un acte de sabotage à Kimpoko dans la commune de Maluku. 3 pylônes de la ligne très haute tension Kinshasa-Maluku-Bandundu ont été vandalisés par des inciviques non encore identifiés. Des cornières ont été emportées, perturbant gravement la distribution d'électricité. La SNEL-SA a dépêché sur place une équipe technique pour contrôler les dégâts. Yvette Makuntima. Les piles dorsales énergétiques de Maluku prises pour cible. Ce qui aurait pu n'être qu'une nuit ordinaire s'est transformé en une attaque ciblée contre les artères vitales de l'électricité en RDC. Dans un acte de sabotage d'une rare audace, 3 pylônes de la ligne très haute tension de la SNEL-SA, le numéro 19, 20 et 21 ont été méthodiquement déboulonnés à Kimpoko, dans l'est de Kinshasa. Il s'agit ici d'un sabotage prémédité, d'autant plus que les pylônes n'ont pas cédé sous l'effet du temps ou d'un accident. Ils ont été volontairement mis à terre. Les câbles jonchant le sol témoignent d'un acte calculé, exécuté avec une précision quasi militaire, a constaté l'équipe de la SNEL-SA. Les gens qui font ça, ils ont de l'expertise dans les domaines, ils connaissent la ligne. Ce ne sont pas des profanes, parce qu'un profane ne choisirait pas ce filon. On dirait on fait tout pour retarder les retours au réseau de cette ligne. On est en train de viser certainement peut-être une date ou un moment donné pour déclencher quelque chose. On fait tout pour éviter que cette ligne rentre au réseau rapidement. Cette ligne alimente plusieurs quartiers de la commune de Maluku, mais aussi la ville de Bandundu. Les risques de blackout généralisés et réels. Des hôpitaux, écoles, familles et entreprises sont désormais exposés à des jours, voire des semaines, sans électricité. En politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, prépare activement son congrès prévu au mois de décembre prochain. En prélude de cet événement, Raphaël Kabamba, président honoraire du parti, initiateur de la dynamique pour le suivi de l'UDPS. La survie de l'UDPS était face aux professionnels de médias afin d'expliquer sa démarche de réunification du parti. Dada Chabani. Après des temps de turbulences dans l'UDPS, l'air est à la cohésion du parti. Les combattants et combattantes ont tous décidé de travailler d'arrache-pied dans l'unité pour l'intérêt supérieur du parti. C'est là le résultat du travail de conscientisation de toutes les bases de l'UDPS par Raphaël Kapambou, pionnier, secrétaire national honoraire et président de la dynamique pour la survie de l'UDPS. Au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue, il a invité tous les membres de l'UDPS de s'adhérer à la vision du chef de l'État, l'autorité de l'UDPS pour la réussite du Congrès. Face à cette crise qui ne faisait que fragiliser le parti et le rendait de plus en plus vulnérable, quant au conflit de leadership au niveau de l'exécutif national, notre position était claire. Cette question relevait pour nous de la compétence et des prérogatives statutaires du chef du parti, qui est aujourd'hui haute autorité de référence de l'UDPS. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, ces choses faites, la dynamique remercie sincèrement la haute autorité de référence du parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'acte salutaire qu'il vient de poser, et cela en faveur de l'unité du parti. Cela démontre qu'il reste attaché à l'unité du parti et à son avenir. La dynamique adhère totalement à la vision de la haute autorité de référence du parti et soutient fermement les orientations et directives qu'il a édictées en vue de la préparation du congrès extraordinaire projeté pour décembre 2025.
Et ce message de condoléances du président de la République au peuple kényan, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appris avec une profonde tristesse le décès ce 15 octobre 2025 en Inde de Monsieur Raila Odinga, homme d'État, ancien Premier ministre du Kenya et figure emblématique de la démocratie en Afrique. Au nom du peuple congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, au peuple et aux leaders politiques kenyans, ainsi qu'à ceux qui sont éprouvés par cette perte immense. Pour le chef de l'État, M. Raila Odinga restera pour toute l'Afrique un exemple de résilience et de courage. L'on retiendra de lui son rôle crucial dans la promotion de la paix, de l'unité nationale et de la bonne gouvernance. Que l'âme de ce grand homme politique repose en paix. Fête à Kinshasa le 15 octobre 2025. Tina Salama. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Piromboui Saïdi, demain, 7h, Bobo Anand Mokondi. Moi, je vous retrouve à 20h avec le même plaisir, je l'espère. Au revoir et à demain.